Bonjour, bonsoir à tous. Je reviens pour parler de mes divagations culturelles et artistiques sous une forme un petit peu différente, à savoir que je vais parler de ce que j'ai pu vivre pendant un mois à travers 4 activités qui m'ont marqué, que j'ai pu vivre. Donc là, ça s'est passé du 15 octobre au 15 novembre. C'est parti et on va commencer par le théâtre. Et oui, l'avantage de suivre un master culturel, c'est que ça permet de faire des sorties scolaires qui sont intéressantes et originales. Et ainsi, j'ai eu la chance de visiter le Théâtre National de Bretagne, le TNB, situé à Rennes, le 16 octobre 2018, qui est une véritable institution théâtrale dans la région. On a pu visiter les 2 grandes salles de spectacle qui le composent, ainsi que le local qui renferme des trésors de costumes. Personnellement, j'entretiens un rapport assez contradictoire avec le monde du théâtre. C'est un monde qui me fascine, dans lequel j'appartiens malgré moi, mais en même temps j'y vais très rarement, pour ne pas dire jamais. Mon oncle est dramaturge, mon père a travaillé en tant que metteur en scène, ce qui signifie que j'ai entendu parler de théâtre depuis mon enfance. En plus, je suis passionné de cinéma, qui repose sur certains codes similaires. D'autre part, et de manière générale, je suis attiré par les spectacles vivants. Je suis également passionné de musique, et peu de choses me font vibrer autant qu'un bon concert. J'apprécie également la beauté, la grâce, l'élégance visuelle d'un spectacle de danse. Ma mère pratique cette activité et j'ai été amené à en voir plusieurs de ma vie. Donc oui, on peut dire que chez moi, l'art c'est une affaire de famille. Pourtant, je vais quasiment jamais au théâtre. Peut-être que je préfère d'autres loisirs, peut-être que c'est juste un manque d'intérêt. Mais ça m'empêche pas de fantasmer sur le lieu, les planches de la scène, les coulisses, les décors, les costumes. Et donc on a eu la chance de visiter ce théâtre, ce magnifique théâtre, et avec notamment la salle Jean-Marie Serrault, la plus petite salle, et la salle Jean Villard qui compte 960 places, avec les explications traditionnelles sur le monde du théâtre, cours, jardins, les moines pas prononcés, le tout ponctué de nombreuses anecdotes. On a pu également aller en dessous de la scène et visiter le local qui regroupe de nombreux costumes qui ne sont plus utilisés. De manière générale, je connaissais une bonne partie des informations qui étaient données. En effet, c'est pas le premier lieu de spectacle vivant que je visite, mais c'est toujours un véritable plaisir de voir tout ça et d'entendre parler de tout ça. On se sent vraiment privilégié de voir les coulisses, ce qui se passe vraiment derrière le rideau. Pour moi, ça garde et ça gardera sans doute toujours cette aura absolument magique propre au spectacle vivant. Et que dire du local à costume? Une véritable caverne d'Alibaba. On retrouve de tout, du classique au plus extravagant, et on sent que chacun a sa propre histoire. On a même eu quartier libre afin d'en essayer autant que nous en souhaitions. Pour ma part, je me suis contenté de les admirer en essayant d'imaginer l'histoire derrière chacun et de regarder mes amis se marrer à se déguiser. On a également pu visiter une plus petite salle qui sert à des répétitions ou à des petits spectacles. De manière générale, cette visite était fascinante et je pense pas être le seul à avoir ressenti ça. J'apprécie toujours me trouver sur les planches, même si c'est pour quelques secondes et que c'est pendant une visite. Ça me fait imaginer une vie différente, des vies différentes, des histoires, toujours plus d'histoires à imaginer, à rêver, et peut-être, qui sait, à vivre un jour. Your house is a fine little house, Jack. Je parlais de cinéma et voilà que sort le 17 octobre le nouveau film de Lars von Trier, The House That Jack Built. Je suis allé le voir et c'est un sacré morceau. Lars von Trier fait partie de ces réalisateurs qui ne laissent pas indifférents. En général, soit on adore, soit on déteste. Il s'est fait une réputation assez sulfureuse avec des films comme Antéchrist ou encore Nymphomaniac. C'est le genre de réalisateurs, comme Haneke par exemple, qui ne te laissent jamais indemne à la fin de leur film. Personnellement, j'ai vu Nymphomaniac, que je pensais naïvement être globalement un film porno avec un scénario un peu... Et je m'étais pris une claque monumentale. Ce film était vraiment extraordinaire, très intelligent, avec beaucoup de métaphores, une esthétique incroyable. J'avais également vu Mélancolia, plus soft, mais pas moins sublime. J'attendais beaucoup ce film, donc pour son réalisateur tout d'abord, mais également pour son scénario. Pour le résumer en quelques mots, on suit les pérégrinations d'un serial killer interprété par Matt Dillon, qui est absolument impressionnant dans le film, à travers son point de vue et durant 5 incidents qui résument sa vie. J'ai toujours aimé les films noirs, les films policiers, les histoires de serial killers, de gangsters, et plus particulièrement lorsqu'on s'intéresse à la psychologie des monstres de la société, ces monstres qu'on aime détester, mais qui sont tellement intéressantes, profondes, bien plus que ce qu'on peut voir dans les films classiques. Par exemple, dans le roman Le Poète, Michael Connelly explore au début de chaque chapitre les pensées d'un être monstrueux qui semble être pédophile. Je pense que avec ces portraits, on peut vraiment trouver des reflets inavoués de la société et découvrir des choses sur la société, sur nous.
Avec ce film, tout comme avec Nymphomaniac, Lars von Trier s'intéresse aux tabous de la société, au sexe dans Nymphomaniac, à la violence et au meurtre dans The House That Jack Built. Il cherche justement à remettre en cause notre vision de la morale, de la société, pour nous faire comprendre des choses sur cette même société et sur nous-mêmes, et essayer de nous pousser à toujours être dans la réflexion et la compréhension. Alors, tout de suite, je vais pas essayer de décrypter ou d'analyser le film, car il faudrait pour cela une vidéo, je pense, de 3 heures, et des capacités d'analyse que j'ai pas. Tant le film est complexe dans ses messages, ses images, ses interprétations possibles. Je vais donc juste essayer de faire comprendre pourquoi j'ai adoré ce film. Comme prévu, ce film nous pousse dans nos retranchements. C'est pas toujours une expérience agréable à vivre, et ça donne parfois l'impression d'un uppercut qu'on se prend dans les dents. Quand on ressort du film, on a l'impression de pas être tout à fait le même, pas tout à fait indemne. Mais qu'est-ce que ça en vaut la peine? C'est viscéral, on a une tension qui est maîtrisée d'une main de maître pendant tout le long du film. C'est gore, mais c'est pas juste là pour choquer, tout a un sens. Bien sûr, on pourra dire que bon nombre de retournements de situation sont assez attendus, on sait qu'on va y arriver, mais ce qui est intéressant, c'est comment on y arrive, à quel moment, et à quel point la tension peut être intense. La réalisation chez Lars von Trier est sublime. Les plans font souvent l'effet de véritables tableaux en mouvement. Les acteurs, on l'a dit, sont incroyables. Mention spéciale, encore une fois, à Matt Dillon, qui est un effrayant bad guy qu'on a envie en fait de voir réussir. Et c'est là le tour de force. On a envie qu'il réussisse, on se prend d'empathie pour lui. En grande partie parce que si le film est très sombre dans son ton, on retrouve quelques traits d'humour qui font toujours mouche. C'est vrai que le personnage principal, le serial killer, a certains tocs qui peuvent parfois être assez drôles au final. Le film se déroule principalement dans les années 70 et on reconnaît quelques musiques de l'époque qui sont bien senties et qui contribuent à créer cette ambiance absolument géniale. Pour ma part, et c'est plutôt un avis personnel, je trouve le film toutefois un poil long et je trouve un petit peu dommage la longue séquence finale que je trouve trop littérale. Bon, évidemment, je vais pas en dire plus pour ne pas gâcher le plaisir de la découverte, mais comme le film est très subtil et très souvent dans la métaphore, la fin, un peu trop littérale. Et j'ai vu le film au cinéma avec un ami, et lui a vraiment apprécié la fin, donc c'est vraiment personnel. Pour conclure, est-ce que je conseille le film? Ouais, mais pour un public vraiment averti. Le film est interdit aux moins de 16 ans en France, et c'est très approprié à mon sens, si on considère la violence extrême, et graphique, et psychologique. Mais au-delà de ces considérations, franchement, allez-y. Le film se rapproche pour moi d'un chef-d'œuvre, et je suis tout autant amoureux des 2 autres films que j'ai vus de Lars von Trier, que de celui-là. Et franchement, ce réalisateur, ce cinéma, j'adore. Vraiment, c'est quelque chose qui me parle. Et même si son impact sur ma santé mentale est sans doute néfaste, je vais continuer à me plonger plus en profondeur dans sa filmographie. One more big score, we got enough money to leave. What do you think? We weren't us who changed. Trust me, Arthur. Just one more. As a goddamn train. Maintenant, on va quitter le cinéma, mais pas tellement, parce que le jeu vidéo dont je vais vous parler s'en inspire énormément. Red Dead Redemption 2. Un nom qui fait frissonner de nombreux joueurs et moi le premier. Red Dead Redemption, premier du nom, était sorti en 2010 et reste gravé dans les mémoires comme l'un des jeux les plus réussis de sa génération. De par la qualité de son monde ouvert, la profondeur de son histoire et de ses personnages, de son gameplay, Rockstar, ceux qui ont fait le jeu, et ceux qui ont fait entre autres les GTA, ce sont des gens qui savent vraiment faire des jeux, avaient réalisé leur chef-d'œuvre. On y suivait les aventures de John Marston, cow-boy laissé pour mort par son ancien gang, et chargé par la CIA de les traquer afin de pouvoir retrouver sa famille. Sur ce jeu, j'y ai passé des heures, et parfois juste à profiter d'un lever de soleil sur le dos de mon cheval. Et inutile de dire que Red Dead Redemption m'a marqué comme bien peu de jeux vidéo avant, et après, on réussit. Et c'est peut-être même mon jeu vidéo préféré de tous les temps. Une suite était fantasmée depuis longtemps, par tellement de monde. Et quand le jeu a été annoncé fin 2016, j'ai jamais été autant impatient à l'idée de découvrir un jeu. J'ai suivi tout ce qui était possible de suivre, me délectant de la moindre image, de la moindre rumeur. Important à savoir, le jeu a bénéficié d'un temps de développement record de 8 années, ce qui montre d'ores et déjà le soin apporté et le souci du détail au nouveau bébé de Rockstar Games. Le jeu est sorti le 26 octobre et j'ai pu poser les mains dessus dès le lendemain, ayant précommandé le jeu. C'est la première fois que je précommandais un jeu. Alors, toujours aussi bon? Est-ce que l'attente valait le coup?
Est-ce que c'est le chef-d'œuvre ultime promis que tout le monde attendait? Alors, il faut d'abord savoir que le jeu est très long, très vaste, et qu'encore aujourd'hui, je suis très loin de l'avoir terminé et d'en avoir exploré toutes les facettes. J'ai donc pas la prétention d'en livrer un test, il s'agit plus de parler de mon ressenti sur les premières heures de jeu, sur mes premières heures de jeu. Alors, est-ce que c'est un chef-d'œuvre ultime? Oui et non. Avec Red Dead Redemption 2, Rockstar a livré le jeu qu'il voulait livrer, se permettant même de décaler la date de sortie pour pouvoir peaufiner le jeu. Ils ont livré vraiment le jeu que les amoureux du jeu original voulaient sans doute, mais peut-être pas le jeu que voulait la tendance actuelle vidéoludique, celle qui veut du fun omniprésent et immédiat, un dynamisme à toute épreuve, comme on peut en voir dans les jeux les plus joués, comme Fortnite ou Overwatch. J'avoue que j'étais un peu surpris au début, peut-être un petit peu déçu, mais une fois que je suis bien rentré dedans, ouais, clairement, c'était le jeu que je voulais. Ici, le mot d'ordre est l'immersion, dans le monde ouvert probablement le plus vaste et détaillé qui existe. Comme pour The House That Jack Built, parler de tout, de la quantité astronomique de détails serait vraiment trop long. Immersion et réalisme. Peut-être un peu trop pour certaines personnes. Personnellement, ça me dérange pas plus que ça, même si j'étais surpris donc au début par la lenteur de certains mécanismes. Même si encore une fois, on pouvait s'y attendre au vu du premier volet. Le niveau de détail est absolument fou, il n'y a pas d'autre mot. Le monde ouvert est sublime, vaste, détaillé, varié. Les personnages sont de vrais personnages Rockstar Games, c'est-à-dire ultra travaillés et tous très intéressants. C'est un monde dans lequel on s'immerge, et duquel on n'a juste pas envie de sortir. Les possibilités sont infinies, on sent que le jeu a tellement à nous offrir que ça en est vertigineux. On ressent ce monde vivant, qu'il est cohérent, et qu'il n'a pas besoin de nous pour avoir un intérêt, et avoir un sens. Chaque personnage non jouable a un véritable emploi du temps. Des animaux se font chasser autour de vous, des banques, des diligences se font braquer, des gens nous attaquent. Si on commet des crimes, des gens vont essayer de récolter la prime qu'il y a sur notre tête. Parfois, on a juste envie de parcourir le monde, juste pour découvrir ce qu'il a à nous offrir et se laisser surprendre. Et c'est absolument grisant. Concernant l'histoire, le jeu est un préquel à Red Dead Redemption, premier du nom. C'est-à-dire que les événements décrits dans Red Dead Redemption 2 se déroulent avant de ceux de RDR, premier du nom. On suit le personnage d'Arthur Morgan, membre de la bande de Dutch van der Linde, dont fait également partie John Marston, héros du premier volet. L'action se passe à la fin du 19e siècle, un temps d'évolution, où les bandits, la conquête de l'Ouest, tout ça devient un peu obsolète, et où l'industrialisation commence. L'histoire est vraiment passionnante et on a envie de suivre ces personnages qui commencent à comprendre qu'ils n'ont plus leur place dans ce monde. On sait d'avance que la bande va mal finir, on sait qu'il y aura de la casse et qu'ils vont s'entre-déchirer. Et c'est très intéressant de suivre cette évolution. On veut savoir comment ça va se passer, on veut connaître chaque membre de la bande qui forme une vraie famille pour le héros. On veut connaître leur vie, leurs ambitions, leurs soucis. Concernant le gameplay, la jouabilité, il est dicté par ce qu'on a vu. Réalisme, immersion et fourmillement de détails. Le nombre de possibilités est infini encore une fois. Oui. Mais le personnage d'Arthur Morgan, s'il est extrêmement charismatique, n'est ni très jeune, ni très athlétique. Et on le ressent. Un personnage qui est assez lourd dans ses déplacements. On tisse des liens avec notre cheval, le compagnon de la fortune. Et on passe des heures à jouer au poker, à capturer dehors la loi, chasser, juste se balader, ou réaliser toutes les missions principales et annexes que propose le jeu. Le jeu vraiment propose un contenu gargantuesque et promet des centaines d'heures de jeu, sans s'ennuyer une seule seconde. Pour conclure, ce jeu est excellent, très chronophage, et je pense qu'on a compris à quel point j'aime Red Dead Redemption 2. On termine enfin cette période comme on l'a commencé, au théâtre. Toujours dans le cadre de mon master, j'ai été amené avec ma classe à aller voir la pièce Splendids au TNB, écrite par Jean Genet et mise en scène par Arthur Nosiciel. La pièce était précédée par la projection du court-métrage Un chant d'amour, film et d'ailleurs unique film réalisé par Jean Genet en 1950, sorti seulement en 1975. Le film est donc muet et en noir et blanc, et s'intéresse à l'amour, à l'érotisme homosexuel en prison, ce qui lui a valu une forte censure, le film étant décrété pornographique. Et effectivement, c'est un film qui est assez particulier, qui est très cru, qui montre de nombreux pénis en érection, mais également très poétique avec des plans vraiment très esthétiques. C'est le genre d'expérience où, en fait, je sais pas trop ce que j'en ai pensé. C'était intéressant, j'imagine. Je suis content de l'avoir vu, mais est-ce que j'ai aimé ? Je pense pas. Est-ce que j'ai pas aimé alors ? Je pense pas non plus. Je pense que c'est vraiment un genre d'expérience, le genre d'expérience à prendre tel quel sans forcément chercher à l'analyser.
Ensuite, la pièce en elle-même, également écrite par Jean Genet, nous raconte l'histoire d'une bande de 7 criminels qui sont au bout de leur course-poursuite avec la police. Ils sont au bout de leur histoire et se retrouvent coincés au dernier étage d'un immeuble parisien, encerclés par la police. Ils n'ont plus aucune échappatoire si ce n'est de se rendre, de mourir dans un dernier coup d'éclat, en essayant de l'emporter autant que possible avec eux. On retrouve ici le mythe du gangster, odieux mais libre et grand, de sa légende confrontée à leur réalité d'humain. Ils sont glorifiés par les médias et par l'opinion publique malgré l'horreur de leurs crimes, et méprisés par la police. Ce sont les mythes des demi-dieux et la mise en scène sert ce propos, en faisant d'eux des silhouettes figées, qui ne s'expriment que par des longues phrases très verbeuses. Mais ces demi-dieux sont confrontés à leur part de mortels, au fait qu'ils sont mortels, confrontés à la prison, à la mort, et aux sentiments très humains et quelque part très petits qui arrivent dans ces moments-là. Fierté, de la lâcheté, de la peur. Que faire? C'est la fin de leur gloire, de leur vie menée grand train, c'est la fin de leur course, c'est la fin des vacances, il faut se confronter à ses actions et affronter ses responsabilités. Et c'est très bien mis en scène, très bien joué. A noter que la pièce est en anglais, malgré un texte français à la base, ça a été adapté en anglais par le metteur en scène, et la mise en scène est vraiment magnifique. Et au final, la pièce est vraiment fascinante, et je suis un des seuls, je crois, de la classe à avoir apprécié. Alors oui, c'est très lent, oui, c'est très verbeux, oui, ça dure des plombes, mais encore une fois, ça correspond à des thématiques qui m'intéressent, comme on a pu le voir avec The House That Jack Built, avec Red Dead Redemption 2. Je suis un grand amateur de films de gangsters, je suis un grand amateur de ce genre de thématiques, et en plus, on a plus l'habitude de les voir au sommet de leur gloire qu'au bord du gouffre. Et là, ils sont vraiment dans un état assez pitoyable parfois. Ce contraste entre gloire et attitude parfois très lâche est assez intéressant. Tout comme dans le film Un chant d'amour, et c'est là l'intérêt de les mettre en parallèle, on retrouve ces mêmes personnages, ces bad guys, ces gens qu'on aime détester mais qu'on a envie de suivre, avec une forte imagerie homosexuelle, avec ces figures de demi-dieux à moitié à poil qui sont autour. Pour conclure sur la pièce, sur Splendids, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est pas quelque chose que j'adore non plus, mais ce sont des thématiques qui m'intéressent, une mise en scène que je trouve très intéressante, moi qui ne suis pas du tout habitué à aller au théâtre. Au final, j'ai reconnu certains codes que je connais au cinéma, dans les livres, et peut-être que ça va m'inciter à y retourner.